Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une histoire mystérieuse sur la découverte d'un nouveau type d'astre dans l'univers. Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas raconté des histoires mystérieuses. Et au-delà de l'histoire, je vais aussi vous présenter ce type d'astre qui a été découvert, qui s'avère être particulièrement chelou. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Avant de vous raconter cette histoire, il faut d'abord revenir sur certaines bases. En effet, si je vous raconte l'histoire sans vous briefer le contexte, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Et pour cela, nous allons devoir remonter dans un lointain passé. Au commencement, il n'y avait rien. Puis vient le Big Bang. Bon ok, je suis peut-être allé un peu trop loin dans le passé. Vous n'êtes pas sans savoir que la vie d'une étoile varie en fonction de sa masse. Les petites étoiles vivent très longtemps car elles consomment leur carburant lentement, et les étoiles les plus massives finissent leur vie en beauté par le biais d'une explosion, à savoir une supernova. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent, donc si vous n'êtes pas à jour, vous pouvez voir cette vidéo en accédant à ma chaîne. Lorsqu'une étoile très massive explose en supernova, elle libère une quantité phénoménale d'énergie, de lumière et de matière à travers l'univers. Certaines supernovas sont même visibles à l'œil nu alors que l'étoile en question peut se trouver à des milliers voire des millions d'années-lumière. Notre Soleil n'a absolument aucune chance de finir sa vie par le biais d'une supernova. C'est uniquement réservé pour les étoiles très massives. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Le destin des supergéantes, les étoiles les plus massives, varie à nouveau en fonction de leur masse. Lorsqu'une étoile extrêmement massive se contracte sur elle-même pour ensuite exploser en supernova, une partie de sa masse ne se libère pas. Elle reste comprimée, et sa force gravitationnelle est telle qu'elle finit par briser ses propres atomes. À ce moment-là, l'étoile déforme tellement l'espace-temps qu'elle finit par le déchirer complètement. Alors il faut noter un petit truc, quand je dis déchirer, ne comprenez pas déchirer ou percer une feuille, non. Il s'agit de l'espace-temps, c'est quelque chose qui est en 4 dimensions. 3 dimensions d'espace, longueur, largeur, hauteur, et 1 dimension de temps. Donc l'étoile déchire l'espace-temps, mais en 4 dimensions. Ce qui est quand même assez bizarre à s'imaginer pour le cerveau humain, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Après, quand je dis 4 dimensions, on parle souvent d'un univers en 3 dimensions parce qu'on ne prend en compte que l'espace. Mais dans la relativité générale d'Einstein, l'espace et le temps sont liés, donc ça fait 4 dimensions. Et en déchirant l'espace-temps, donc, elle se comprime sur elle-même de manière tellement forte qu'elle est réduite à un volume qui, attention, devient complètement nul. C'est ce qu'on appelle une singularité gravitationnelle. On en avait déjà parlé dans l'ancien épisode sur le trou noir. Et quand on parle du loup, une singularité, ça provoque inévitablement l'apparition d'un trou noir stellaire. Seulement, toutes les étoiles géantes ne finissent pas de cette manière. En effet, les trous noirs représentent, on va dire, les cas extrêmes. Il se trouve que dans la plupart des cas, la matière ne se comprime pas totalement sur elle-même. Elle reste extrêmement dense, mais elle ne devient pas un trou noir pour autant. D'ailleurs, ces résidus ne sont pas à proprement parler une étoile. En fait, il s'agit plus d'une soupe de particules élémentaires. C'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons, et ce type d'étoile possède plusieurs particularités qui la rend unique. Premièrement, une étoile à neutrons est composée de neutrons. Ouais. Bon, après tout, c'est logique, c'est dans le nom. Alors, dit comme ça a l'air ultra con, mais en fait, ça amène à des réflexions plutôt intéressantes. Si une étoile à neutrons n'est composée que de neutrons, ou en tout cas une soupe de particules élémentaires, comprenant des protons, des électrons, etc., ça veut dire qu'elle n'est pas composée d'atomes. Et ça, c'est pas banal. Tout objet céleste dans l'univers est composé d'atomes, mais pas les étoiles à neutrons. C'est pour cela que c'est pas vraiment une étoile au final, parce que la première caractéristique qui définit une étoile, c'est sa capacité à briller par le phénomène de fusion thermonucléaire. Et la fusion thermonucléaire nécessite des atomes, pas des particules élémentaires. L'autre particularité des étoiles à neutrons, c'est que leur densité est extraordinairement élevée. Et pour bien comprendre cela, je vais vous parler d'une mesure absolument génialissime qu'on appelle la masse volumique. Derrière ce terme un peu classe et pompeux se cache une science assez simple à comprendre au final. La masse volumique, c'est ce qui permet de mesurer la densité d'une matière, c'est-à-dire la concentration de masse dans un volume donné. On utilise généralement le kilogramme par mètre cube, c'est-à-dire combien de kilogrammes pèse telle chose, telle entité ou élément dans un mètre cube. Pour vous donner des exemples, l'eau à température ambiante pèse 1000 kg par mètre cube.
ce qui fait 1 tonne par mètre cube. A contrario, le lait pèse 1030 kg par mètre cube, c'est-à-dire que le lait est un petit peu plus dense que l'eau. Les éléments les plus denses sont bien évidemment les métaux et les alliages. Par exemple, l'acier a une masse volumique de 8000 kg par mètre cube, ce qui est 8 fois plus que l'eau. 1 mètre cube d'acier, ça fait 8 tonnes. Et on a même certains éléments qui peuvent tâter la barre des 20 tonnes par mètre cube, comme l'or, le platine et autres joyeusetés métalliques. Sauf que tout ceci n'est absolument rien comparé aux étoiles à neutrons. On estime la masse volumique de ces astres à 1 million de milliards de kilogrammes par mètre cube. Autrement dit, un mètre cube d'étoiles à neutrons, ça pèse 1 billion de tonnes. C'est beaucoup. C'est lourd. C'est dense. Vous allez certainement me demander, mais dis donc le petit astronome, comment est-ce possible d'atteindre une telle densité de matière ? Eh bien, je vais vous répondre. Maintenant, lorsque l'on pense à un atome, on a en tête ce genre de beau schéma, avec les électrons qui tournent autour du noyau. En réalité, même si c'est techniquement juste, les échelles ne sont pas respectées. Il se trouve que le noyau d'un atome est environ 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même, et que les électrons ne frôlent pas le noyau mais orbitent beaucoup plus loin. Ce qui fait qu'entre les électrons et le noyau, eh bien il n'y a rien, c'est du vide. Donc techniquement, le volume d'un atome est principalement composé de vide. Vous prenez par exemple votre main, vous la regardez, vous la contemplez dans toute sa splendeur. Vous vous rendez compte que c'est une très jolie main, mais que les atomes qui la composent sont principalement composés de vide. Alors, est-ce que ça veut dire que la matière en elle-même est composée de vide ? Pas tout à fait. C'est un sujet assez complexe, que j'ai essayé de vous vulgariser un minimum, mais sachez que la matière en général n'est pas à proprement parler vide. C'est juste l'espace entre les nucléons, c'est-à-dire les noyaux de l'atome, et les électrons, l'espace entre les deux est vide, mais c'est tout. Pour en revenir aux étoiles à neutrons, sachez qu'elles ne sont pas composées que de neutrons. Il y a aussi des protons, des particules chargées positivement, comme des électrons, des particules chargées négativement, et d'autres particules élémentaires. Donc il y a des particules élémentaires, mais il n'y a pas d'atome à proprement parler, il n'y a pas une structure, il n'y a pas une orbite d'électrons, etc. Sachant que le volume total d'un atome est 100 000 fois plus grand que le noyau de l'atome, si toutes les particules se collaient les unes aux autres, ça veut dire que leur masse volumique serait beaucoup plus élevée que n'importe quel autre élément dans l'univers. Et c'est ce qui se produit avec une étoile à neutrons. Vu qu'il s'agit d'une soupe de particules, la densité est incroyablement forte. Voilà pourquoi un mètre cube d'une étoile à neutrons pèse 1 billion de tonnes. Il y a aussi un autre truc à prendre en compte, c'est la taille de ces astres. Vu qu'il s'agit d'un résidu d'une étoile morte, et que les estimations les plus précises sur leur masse équivaut à 2 ou 3 fois celle du Soleil, sachant qu'elles sont très denses, ces étoiles sont très petites, leur diamètre est estimé à quelques dizaines de kilomètres maximum. La taille d'une ville, quoi. Les étoiles à neutrons sont les étoiles les plus petites observables dans l'univers. Si la Terre était un ballon de foot, le diamètre équivalent à celui d'une étoile à neutrons ne serait même pas visible à l'œil nu. Les étoiles à neutrons seront rapidement conceptualisées après la découverte du neutron en 1932 et rangées au stade des curiosités mathématiques, de la même manière que les trous noirs d'ailleurs. Puis, au fur et à mesure que le temps passe, l'idée qu'une étoile puisse être uniquement composée de neutrons devient de plus en plus plausible, jusqu'au jour où on en détecte pour de vrai. Et c'est à partir de la détection des étoiles à neutrons que les astronomes feront le lien avec les supernovas, c'est-à-dire la mort des étoiles massives. Bien, donc tout ce que je viens de dire, c'était le contexte, pour que vous compreniez bien la situation. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire mystérieuse qui est assez courte, mais qui a quand même son importance dans ce sujet. Nous sommes le 15 juillet 1943. Cette date sera marquante dans l'histoire puisqu'il s'agit de la naissance de notre protagoniste, Suzanne Jocelyn Bell, mais qu'on appellera par la suite Jocelyn Bell. Dans les années 50, ses parents décident de l'envoyer dans un pensionnat pour filles à York et elle rencontrera un professeur de physique qui va beaucoup l'influencer dans sa vie. Elle décide par la suite de se tourner vers l'astrophysique et l'écoute du ciel. Elle sera d'ailleurs diplômée de l'université de Glasgow en 1965 pour ensuite bosser à Cambridge. C'est quand même la classe. Elle et quelques autres fabriqueront même un radiotélescope dans le but d'écouter le ciel, le tout supervisé par son directeur de thèse,
Anthony Hewish. Pour ceux qui ne savent pas, un radiotélescope fonctionne de la même manière qu'un télescope, sauf qu'il ne sert pas à observer l'univers, mais plutôt à l'écouter entre guillemets. En vérité, un radiotélescope n'écoute pas vraiment, il analyse des signaux qui proviennent de l'espace, et ensuite peut éventuellement les retranscrire en audio. Notre histoire démarre véritablement en 1967. Le radiotélescope de Jocelyn et de son équipe est enfin fini de construire, et ils peuvent donc désormais se consacrer à l'écoute du ciel. Et oui, des signaux spatiaux, le radiotélescope va analyser que ça. Bon, en même temps, c'est son job. Et puis bon, dans l'univers, il y a des tonnes de signaux qui fusent à droite, à gauche, donc c'est normal. Jusqu'au jour où Jocelyn, et donc le radiotélescope, va analyser un signal assez particulier qui se détache des autres. En effet, elle peut constater des sortes de pulsations ultra régulières, de l'ordre d'1 par seconde environ. Cette régularité est assez perturbante puisqu'aucun objet dans l'univers observable n'arrive à émettre ce genre de signal aussi régulier. D'autant plus que l'équipe était sûre que ce signal ne provenait pas de la Terre, ça vient de l'espace. D'abord réticente, Jocelyn déclarera sur le ton de l'humour qu'il pourrait s'agir d'un message envoyé par une civilisation extraterrestre. Mais oui, c'est clair! Mais n'oublions pas que nous avons affaire à des étudiants en astrophysique. Leur scepticisme leur permet d'éviter de tirer des conclusions trop hâtives. Mais il se trouve que l'objet qui émettait ce signal, en calculant sa position, était similaire à une étoile à neutrons. Quel hasard! Cela ne coïncide absolument pas avec l'introduction de 10 minutes que je viens de vous présenter sur les étoiles à neutrons. Absolument pas! Je sais pas pourquoi je tourne la tête, mais c'est rigolo. On a donc appelé ces étoiles des pulsars, qui a pour origine le mot pulsation. Ces pulsations régulières sont causées par les pulsars, et la particularité de ces objets, c'est qu'ils émettent des jets de matière au niveau de leurs pôles respectifs. Imaginons, ça c'est le pulsar, là il y a le pôle nord, ici le pôle sud, donc les jets de matière se comportent comme ça. Et ces jets de matière émettent tout un tas de signaux particuliers, notamment des ondes radio qui sont détectables par des radiotélescopes. Et oui, tout est lié. Mais du coup, les jets de matière c'est bien joli, mais ça n'explique pas le phénomène des pulsations régulières. Eh bien c'est justement là où les astronomes et Jocelyn Bell ont découvert quelque chose de primordial sur ces objets. Les étoiles à neutrons tournent sur elles-mêmes. De la même manière que la Terre tourne sur elle-même, ou que le Soleil tourne sur lui-même. De la même manière que moi aussi je tourne sur moi-même. Excusez-moi, je crache du sang, mais c'est pour la science. Eh bien, les pulsations se produisent à chaque rotation du pulsar. Dans le cas de Jocelyn Bell, son pulsar à lui avait des pulsations de l'ordre d'1 par seconde environ. Cela veut dire qu'à chaque seconde, environ, son pulsar effectuait une rotation. J'en ai déjà parlé dans un épisode consacré à la rotation des astres dans l'univers, qui s'appelle Silence Saturne et qui est d'ailleurs disponible sur ma chaîne. Et donc à chaque fois que le jet de matière est orienté vers la Terre, techniquement, et du coup, le signal devient plus fort. Et c'est ça cette pulsation. Les pulsars sont les astres qui tournent le plus vite dans l'univers. Depuis 1967, on en a déjà découvert plusieurs milliers, et certains ont une pulsation aussi rapide que régulière. Le plus rapide découvert à ce jour effectue, tenez-vous bien, 716 rotations par seconde. Rendez-vous compte, une étoile extrêmement petite tourne 716 fois sur elle-même par seconde. Et pourtant, on est en droit de se poser une question cruciale sur le phénomène de rotation. Dans l'univers, plus un objet tourne sur lui-même, plus il est apte à se déformer. Par exemple, la Terre n'est pas complètement ronde, elle est légèrement aplatie au niveau des pôles, parce qu'elle tourne sur elle-même en 24 heures, mais ce n'est absolument pas visible à l'œil nu. En revanche, la géante gazeuse Saturne tourne sur elle-même en à peu près 7 heures, ce qui est rapide, et ce qui fait que sa déformation est visible à l'œil nu, elle est très légèrement ovale. Pour prendre un exemple stellaire, on estime que la forme de l'étoile Vega est similaire à un ballon de rugby, pour la simple et bonne raison qu'elle tourne très vite autour d'elle-même.
Les astronomes ont découvert puis calculé que si une étoile dépassait une certaine limite dans la vitesse de rotation, elle était susceptible de se déchiqueter. Du coup, ma question cruciale, c'est celle-ci. Comment se fait-il que les pulsars qui tournent très vite sur eux-mêmes ne se déchiquetent pas? Eh bien la réponse est assez simple et logique. En fait, les pulsars, tout comme les étoiles à neutrons, possèdent une force gravitationnelle absolument incroyable. Leur attraction est bien plus forte que la Terre ou même celle du Soleil. Et c'est justement cette force gravitationnelle qui maintient l'étoile dans une boule et qui évite qu'elle se déchiquete. Pour revenir à Jocelyn Bell, sa découverte marqua un tournant dans le monde de l'astrophysique, puisque cela a mené à beaucoup de réflexions, de questions supplémentaires à propos de la mort des étoiles massives et des étoiles à neutrons, si bien que de nombreux scientifiques ont réclamé qu'elle ait le prix Nobel de physique. Et c'est ce qui va se produire. Ou presque. Jocelyn Bell ne remportera malheureusement pas le prix Nobel de physique. En revanche, son directeur de thèse, Anthony Hewish, lui, le recevra. Et c'est à partir de là que commence une longue controverse. En effet, comment se fait-il que Anthony Hewish puisse avoir le prix Nobel et pas Jocelyn Bell? C'est elle qui a découvert le pulsar, pas lui. Il se trouve que l'Académie s'est justifiée en expliquant que si Jocelyn Bell n'a pas le prix Nobel, c'est parce qu'elle n'a pas compris ce qu'elle a découvert. Or, c'est justement son directeur de thèse qui a fait le lien entre les étoiles à neutrons, les pulsars et la mort des étoiles. Certains y voient donc une certaine justice, d'autres une complète injustice, et c'est vrai que ça aurait été cool que Jocelyn aurait eu son prix Nobel. D'autant plus qu'en 1967, elle n'était âgée que de 24 ans. Aujourd'hui, en 2019, Jocelyn a 76 ans et a enseigné dans de nombreuses universités prestigieuses. Elle est aussi membre de la Royal Society de Londres et a donné de multiples conférences sur l'astrophysique ainsi que sa découverte. Anthony Hewish, quant à lui, coule des jours heureux et paisibles à l'âge de 95 ans. Respect. D'ailleurs, savez-vous quel est le nom attribué au signal que Jocelyn a découvert? Ils l'ont rebaptisé LGM-1, ce qui veut dire Little Green Man, littéralement les petits hommes verts. Cet épisode est à présent terminé en espérant qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. Allez, à bientôt!